Merci, merci beaucoup, merci. Bon, on a pris 15 minutes de retard, mais ce n'est pas un vrai retard. Vous avez la possibilité d'écouter des collègues qui ont fait un grand effort pour se connecter. Merci à vous d'être restés pendant l'heure du déjeuner pour écouter de brillants orateurs. Merci, merci pour eux et merci au comité scientifique d'avoir accepté cette session un peu originale, mais vous verrez que c'est de la vraie clinique puisque le but est de parler de dopage, addiction, troubles psychiatriques. Pour ce faire, j'ai le plaisir avec Georges, à qui je donne la parole dans 30 secondes, de vous présenter les collègues, notre ami, le docteur Michael Bich, qui a traversé la France et la Suisse sous la tempête et la pluie. Il est arrivé juste pour le dessert hier soir. Merci Michael d'être là. Il repart tout à l'heure avec un peu de soleil. Donc Michael Bich, qui est psychiatre addictologue, qui a officié pendant des années à Nancy et qui a traversé les Alpes, qui revient de nouveau sur ces terres, tout simplement. Merci, Michael. Le professeur Nicolas Franquito, qui est professeur de psychiatrie et addictologie à Toulouse, grand spécialiste du rugby, et pour cause, c'est un Toulonnais de naissance. Alors maintenant, tu te débrouilles avec les Basques. Il connaît le sujet parce qu'il est expert sur la question. Et puis, Georges qui prendra la parole aussi, en dehors du fait qu'il aura la charge de co-présider avec moi cette session, que vous connaissez bien sur les pathologies duelles et qui n'ont aucun secret pour lui, qui évidemment va aussi s'exprimer, qui aura l'obligation de nous quitter avant la fin de la session parce qu'il a de la route. Il va reprendre la route pour son Auvergne natale. Je ne me trompe pas? Tout à fait, cher président. Allez, vas-y Georges, dis un mot. Merci, je remercie au comité d'organisation ATHS d'avoir permis Arcaï Saint-Pierre et tout le comité d'organisation, l'organisation de cette session sur sport et addiction. Et merci à mon ami Amine Benyamina de présider, président de la Fédération française d'addictologie, président d'Addiction France, cette session de prévention et évidemment la question du dopage et des consommations de substances dans le sport, mais également autour du sport, comme nous le verrons. Alors moi, pour commencer, je suis clermontois, donc Clermont-Ferrand, évidemment, quand on se déplace. Alors j'ai vu qu'on m'a quand même mis une petite boisson bleue et blanche, donc je vais quand même féliciter Bayonne pour sa dernière victoire sur la SM et féliciter le Stade Aurillacois pour sa victoire sur Biarritz, pardon. Mais ceci étant dit, c'est le rugby et je suis très heureux d'accueillir ici, évidemment, mes collègues et camarades qui s'intéressent au sport et cette grande école de la vie qu'est le sport et évidemment tout ce qui peut avoir un rapport avec santé mentale et addiction. Alors je vais peut-être brancher mon PC parce que si on a un micro, ceci dit, je vais me mettre debout. Ouais, tiens, ce sera plus simple. Voilà, je vais me mettre debout. C'est ce qu'on a fait hier. Georges, tu vas avoir peut-être 20 minutes. 20 minutes non bon. Parfait. Ouais, essaye, bon, on verra. Fonction, parce merci bien. Bien, pour ma session, pour le début, pour présenter, je vais vous présenter un programme de prévention des addictions en milieu sportif qu'on avait mis en place à Clermont-Ferrand, qui s'appelle le programme PAMS, qui a été financé par le Fonds de lutte contre les addictions. Programme qui n'a pas été reconduit, on a demandé un autre programme sur la prévention des addictions aux psychostimulants. Enfin bref, c'est l'avis de ce type de financement, mais on espère bien évidemment relancer ce programme PAMS, parce qu'évidemment il avait été salué par un certain nombre d'acteurs, et donc je tenais ici à présenter ce programme auquel Michael Bich notamment a été particulièrement associé. Donc ce programme, je vais en parler. Je n'ai pas de lien pour cette présentation. Donc là, je vais vous présenter l'association qui portait le programme PAMS. C'est une association que je préside à Clermont-Ferrand, une association associée à mon service d'addictologie qui travaille depuis 18 ans dans le domaine de la recherche en prévention dans les addictions. Et on fait beaucoup de recherches auprès des étudiants. Enfin, à la fois de la recherche et des interventions auprès des étudiants, notamment en collège et en lycée, et aussi également, historiquement, auprès des professionnels et des amateurs de clubs sportifs, parce qu'on a été sollicité historiquement par eux, parce qu'un certain nombre des psychologues qui ont travaillé dans mon service ont fait du sport à haut niveau, notamment dans l'équitation ou dans l'athlétisme. Et donc, on a été sollicité pour travailler dans les écoles et avec les clubs sportifs sur la question de la prévention. Cette question de la prévention, c'est, en ce qui concerne le sport, la première question qui peut se poser à nous, c'est est-ce que le sport, évidemment, est un risque
un facteur de risque ou un facteur de protection en ce qui concerne les conduites addictives. Vous me direz bien évidemment les deux, on va le voir, puisqu'à la fois la question du sport, autour du sport, on peut avoir des risques addictifs, des phénomènes de consommation de substances qu'on voit bien, qui peuvent être autour du sport et même dans le sport, puisque les sportifs de haut niveau ne sont pas évidemment épargnés, comme la population générale, par des consommations de substances psychoactives. Puis également le sport en tant que vecteur psychosocial, un vecteur emblématique de santé, peut être évidemment un bon moyen et un bon levier pour la prévention des conduites addictives. Alors l'activité physique, on sait ce que c'est, on voit à peu près l'émulation et l'engouement qu'il y a autour de l'activité physique et du sport, depuis notamment les Jeux Olympiques, et c'est aussi probablement pour ça qu'on a beaucoup parlé de cette question-là récemment et de la question des addictions en milieu sportif et de la consommation de substances, parce qu'il y a eu tous les phénomènes d'engouement autour des Jeux Olympiques. Mais autour du sport, il y a évidemment l'activité physique. Je le dis, c'est peut-être pas complètement le topo, mais l'activité physique dans le domaine des addictions est extrêmement importante. On voit bien chez nos patients avec le développement de plus en plus important de minuteurs d'éducation physique adaptée, de professeurs d'éducation physique adaptée qui interviennent dans les services d'addictologie auprès de nos patients, et l'intérêt de développer ces pratiques dans la prise en charge des troubles d'usage, notamment de cocaïne, où on le voit bien, et l'intérêt qui peut être fait dans l'activité physique vis-à-vis des conduites addictives. Après, c'est un certain nombre d'éléments qui peuvent nous mettre en relation le fait de pratiquer le sport et de présenter des conduites addictives. L'activité de sport, elle fait partie d'un certain nombre de récompenses qui sont associées à nos activités humaines, si l'on peut dire, avec la nourriture, les substances, l'activité physique, les activités sexuelles, les interactions sociales, bref, un certain nombre de phénomènes. Et on peut mettre l'activité physique et notamment le sport dans ces récompenses humaines du quotidien qui peuvent être intégrées progressivement dans des conduites qui peuvent devenir addictives par des aspects de mobilisation, d'éléments à la fois de mémorisation, de plaisir, de motivation et de répétition comportementale. Et on voit un certain nombre d'individus qui sont addicts à leur propre conduite sportive. En tout cas, c'est pas complètement, c'est des phénomènes qu'on pourrait considérer comme des phénomènes équivalents addictifs. Et puis on voit des consommations de substances en milieu sportif. Alors finalement, c'est assez récent le fait de parler d'addiction en milieu sportif, depuis qu'un certain nombre d'athlètes ont pu eux-mêmes déclarer qu'ils avaient des problématiques d'addiction ou de santé mentale. Évidemment, lors de l'arrêt de carrière, on connaît des histoires emblématiques de sportifs, grands consommateurs de substances, ou en tout cas qui ont pu révéler, qui ont défrayé la chronique avec probablement un effet loupe dans les médias parce qu'il y a un côté sensationnel et qu'il faut regarder encore une fois la consommation de substances dans le milieu sportif comme partout. Et il faut évidemment se prémunir et être attentif et vigilant vis-à-vis d'un certain nombre de phénomènes très médiatiques et très focalisés sur des consommations de substances, parce qu'il y a évidemment autour de certains sportifs des aspects sensationnels. Mais malgré tout, on voit bien le discours notamment de Camille Lacour autour de la dépression et de la consommation de substances, par exemple. Il le dit, il ne s'en cache pas. Il y a un certain nombre de vidéos où il raconte sa dépression. Et un point de vigilance extrêmement important, c'est à l'arrêt de la carrière. Et depuis que les athlètes ont parlé, on s'est intéressé non seulement à l'addiction durant la carrière, mais aussi notamment lors de la phase de transition. Et on s'est rendu compte que pour les athlètes de haut niveau, la phase de transition était un élément très important où il pouvait y avoir, par l'abandon, ce que dit Camille Lacour, se retrouver seul du jour au lendemain, sans but, sans raison finalement dans la vie pourquoi on se lève, finalement, et une carrière qui s'arrête autour de 30-35 ans pour un certain nombre de sportifs. Et on se voit pour un certain nombre d'entre nous qui sommes associés à des clubs sportifs où on voit des sportifs de haut niveau, on est confronté notamment lors des blessures ou notamment lors des fins de carrière, évidemment à des transitions qui sont extrêmement douloureuses et qu'il faut savoir accompagner. Donc la santé psychologique des athlètes, c'est un élément important qui peut expliquer aussi les conduites addictives dans ces milieux. On a des données qui ont été notamment, je vous renvoie aux publications de Vincent Goudbarge, c'est un Auvergnat, que Amine invite régulièrement au congrès de l'Albatros. Je vous invite à l'écouter, à lire ses papiers, qui a fait un certain nombre de papiers sur les données de santé mentale chez les sportifs et de conduite addictive, et il note que 34% des athlètes olympiques souffrent d'anxiété, de dépression,
et notamment pendant la carrière, mais aussi après la carrière, avec des problématiques de sommeil qui sont évidemment très transversales chez ces personnes-là, et des substances consommées par les athlètes qui sont répertoriées, alcool, nicotine, cannabis, et puis des stimulants, et puis des anabolisants, et l'arrivée également parmi les stimulants de la cocaïne. Les données d'une revue de la littérature, notamment effectuée par Vincent Goudbarge, montrent que avant, après, pendant, alors on ne voit pas bien, je suis désolé sur cette diapositive, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que malgré tout, que ce soit pendant la carrière ou après la carrière, que ce soit en ce qui concerne les troubles du sommeil, l'anxiété, dépression ou le mésusage d'alcool, eh bien on note qu'on a une tendance de consommation, mais elle ne s'arrête pas à la fin de carrière, elle a plutôt tendance parfois à continuer de façon importante. Et là, sur cette revue de la littérature, en gros, les troubles de santé mentale chez les athlètes d'élite en activité étaient autour de 20%, l'abus de l'alcool, pour l'abus de l'alcool, pardon, et 34% pour l'anxiété-dépression. C'est un tiers d'entre eux, évidemment, et que ça se continue. Après la sortie de carrière, finalement, ça reste stable sur les mésusages d'alcool, et puis pour l'anxiété et la dépression. En gros, ce qui fait dire que finalement, les données, on a des données assez récentes parce qu'on s'y intéresse finalement depuis très peu de temps, 2018, 2020, on voit qu'il y a des mésusages de substances chez les athlètes, mais également chez les entraîneurs. Et ce qui est important, c'est que, parce que le mésusage de substances, il existe, comme je le disais tout à l'heure, en population générale, il faut avoir en tête que c'est à la fois en population générale, et donc le milieu sportif est finalement une expression de ce qui se passe en population générale, avec un peu plus probablement parce qu'il y a de la souffrance psychologique, du stress supérieur, et probablement un besoin de performance, évidemment, qui est associé à la pratique du sport de très haut niveau. Alors pourquoi le sport peut-il être un risque pour ces individus-là ? Je viens de l'expliquer, au fond, la question de la recherche de performance, mais si on se pose la question du sport comme un risque addictif chez les athlètes, on retombera sur le triptyque individu, produit, environnement. Ce triptyque nous renvoie que finalement les individus, il y a une valorisation autour du phénomène de sport. Le produit, ça c'est plutôt autour du sport, le sport en tant que risque pas forcément pour les athlètes, mais pour les personnes qui sont autour du sport, on voit bien qu'il y a la valorisation du sportif, les produits qui sont associés souvent au symbole et au fait autour des phénomènes de sport, et les environnements culturels liés aux consommations de substances. Et on voit bien dans les publicités autour du sport l'utilisation de la pratique du sport comme un élément de publicité important pour inciter à la consommation de substances. Mais si on s'intéresse plutôt, là oui, aux athlètes et dans le sport à risque, le milieu du sport est un risque pour constituer une addiction pour les athlètes eux-mêmes, on voit que pour les athlètes, on a un certain nombre de facteurs individuels qui vont favoriser l'apparition de conduites addictives. D'une part, la centration autour du sport, la pratique du sport qui demande de la performance, les blessures qui sont fréquentes, je l'évoquais tout à l'heure, évidemment la gestion de l'échec et de la victoire pour les sportifs, l'arrêt du sport, je l'ai dit, les phases de transition sont extrêmement importantes, la mauvaise gestion du stress pour certains sportifs, et puis l'environnement, il y a toute une culture, des éléments de consommation de substances dans certains milieux qui sont importants, et peut-être pour faire face à un environnement disciplinaire qui est parfois mal vécu, aussi dans un certain nombre de sports, des déracinements d'athlètes qui sont des facteurs évidemment de stress environnementaux importants, et puis la pression des pairs, des entraîneurs et des médias. Alors, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que le sport, en tant que déterminant social, est un élément à la fois double, ambivalent et paradoxal. C'est ce que je dis depuis le début, c'est à la fois, le sport favorise la consommation de substances à travers évidemment la fête qu'il y a autour du sport, mais le sport évidemment limite le risque addictif par la symbolique autour du bien-être et de la valorisation de la santé. Ce qui fait de cet élément finalement un point cardinal, enfin un point central, à la fois de prévention en se servant du sport et à la fois de prévention autour du sport, en mobilisant finalement un certain nombre de paramètres pour éviter que le sport ne devienne un vecteur de consommation de substances. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des programmes de prévention en milieu sportif. C'est quoi ces programmes de prévention ? Nous, on a proposé un programme au Fonds de lutte contre les addictions en 2020. Ce programme, en fait, était basé sur une prévention des addictions en milieu sportif, dans le sport, pour les sportifs de haut niveau, autour du sport, avec tous les phénomènes de consommation chez, on va dire, les supporters,
donc dans le sport, autour du sport et avec le sport, parce que le sport comme finalement un vecteur de santé qui puisse favoriser chez les jeunes une bonne santé, un déterminant de santé propice à une non-consommation de substances. Donc pour faire de la prévention, ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'élément duquel on est parti. La prévention, on voit à peu près tout ce que c'est, mais finalement, on n'a pas tant que ça l'habitude d'en faire. On connaît les notions de prévention primaire, c'est-à-dire avant la survenue de la maladie, de prévention secondaire qui serait après pour éviter les conséquences de la maladie de façon précoce, et tertiaire pour éviter la rechute, ou maintenant des distinctions qui sont de prévention universelle sur l'ensemble de populations et plus sélectives basées sur des populations, comme ici on peut voir en milieu sportif. Bref, on a une idée à peu près de nos études de ce que peut être la prévention. Mais quand même, la prévention, c'est quand même essayer en tant que telle, et surtout lorsqu'on s'adresse aux jeunes, de produire des comportements de santé qui soient préventifs, c'est-à-dire susceptibles de réduire la gravité d'un trouble ou le nombre du trouble. Et là, pour produire des comportements de santé préventifs, c'est extrêmement difficile. On sait, un certain nombre de gens, intuitivement, ils vont dire, pour faire un comportement de santé préventif, on va dire aux gens, si vous fumez, vous risquez d'avoir un cancer, donc ne fumez pas. C'est le basique de la pensée de la prévention. Et on sait que ça marche très mal. Ça, c'est des données de prévention issues des années 60. Et finalement, c'est les premiers modèles de changement de comportement. Alors ça peut être intéressant, d'éducation préventive, qui est de dire aux gens finalement, si vous consommez une substance, si vous faites du sport, que vous prenez des substances, vous avez un risque de faire de la dépression. Si vous consommez une substance pendant un match, vous avez un risque en rentrant à la maison d'avoir un accident de la route. Les gens voient à peu près ce dont il s'agit. C'est important de le faire, c'est l'éducation préventive, mais c'est le niveau 1, si je puis dire, de la prévention. La bonne prévention, évidemment, c'est produire des comportements de santé favorables. C'est essayer de donner aux individus, finalement, des capacités à accroître leur contrôle sur le déterminant de santé. C'est ça la prévention. La prévention, ce n'est pas informer les gens sur les risques qu'ils ont à consommer des substances. Enfin, c'est ça, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Et la vraie prévention, c'est s'attaquer à la promotion de la santé et c'est accroître les déterminants de santé. Et on verra qu'il y a un certain nombre de théories qui ont évolué en recherche en ce qui concerne les comportements de santé, notamment de théories de psychologie sociale, qui ont apporté des éléments qui nous permettent de comprendre comment on doit agir sur les déterminants de santé des individus. Puis la réduction des risques aussi, c'est une façon de prévenir évidemment les risques et qu'on utilise beaucoup en addictologie. Pour produire ou changer un comportement de santé, bien évidemment, ce n'est pas simple, ce que je viens de dire. Il faut essayer de comprendre les déterminants. Si on veut changer le comportement de santé d'un individu, pourquoi les jeunes ne prennent pas de préservatif ou pourquoi en prennent-ils? Pourquoi des jeunes consomment du tabac ou n'en consomment pas? Évidemment, il faut comprendre ce qui est à l'origine de leur comportement. Donc il faut déjà comprendre les facteurs impliqués dans les comportements, ensuite valider des modèles qui puissent permettre de changer ces comportements, et ensuite évidemment concevoir des méthodes qui vont les aider à changer, des interventions, aller dans les classes, dire aux jeunes historiquement c'était la maladie du gendarme, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut évidemment travailler avec eux, avec des questionnaires vrai et faux, des jeux interactifs, des quiz, des goodies où on peut discuter autour de la consommation de substances? Évidemment, c'est des outils de prévention qui sont très importants à utiliser, mais évidemment tous les acteurs de XAPA qui interviennent en prévention connaissent tous ces éléments-là que je suis en train de présenter. Il faut évidemment avoir une évaluation standardisée de ces interventions, et c'est ce qu'on a voulu faire autour du programme PAMS. Mais en fait, il faut quand même avoir en tête que pendant longtemps, une des principales erreurs commises par les personnes, c'était que de penser que les gens avaient des comportements de santé, au fond, qu'un comportement de santé favorable à la santé ou défavorable à la santé était médié par une idée qu'on avait de sa santé. En gros, si je ne fume pas de cocaïne, c'est parce que j'ai peur que ça soit mauvais pour ma santé. Ou bien, si j'arrête de boire, c'est parce que je pense que ce n'est pas bon pour ma santé. Or, on sait de plus en plus que les gens, quand ils arrêtent de boire, par exemple, c'est parce qu'ils veulent simplement retrouver leur permis de conduire. Ce n'est pas pour avoir une meilleure santé. Ou que les jeunes s'y mettent ou pas des préservatifs, encore une fois, c'est la prévention de façon très large, ce n'est pas forcément pour des raisons qui sont des raisons liées à un comportement de santé. Il faut l'avoir en tête parce que c'est souvent très irrationnel, ou en tout cas, ce n'est pas forcément lié directement au comportement de santé. Et les actions de prévention doivent tenir compte, évidemment, de ces modèles. Alors, ces modèles, ils ont évolué au cours du temps, depuis les années 80. Au départ, on a quand même une idée qu'un certain nombre de comportements de santé sont liés à l'apprentissage social. Pourquoi je fais quelque chose? Parce que mes pairs le font, je fais comme eux. Parce que ça peut modifier ma santé. Pendant longtemps, on s'est focalisé sur des aspects de croyance en la santé, en la bonne santé. Le modèle de sport était évidemment un modèle sur lequel on s'appuyait en disant si je fais du sport, c'est que je vais être en bonne santé. Et on valorise la santé par le sport. Et donc, on se sert du sport comme modèle de prévention.
De la même manière, sur les comportements à risque, on peut travailler, pendant longtemps on a travaillé sur la question des comportements à risque, mais par exemple, on peut faire du sport pour être en bonne santé, mais avoir des comportements à risque. Les gens qui font du ski hors piste sont de bien meilleurs skieurs que moi, et je pense qu'ils skient bien mieux que moi, et pourtant ils prennent beaucoup plus de risques que je n'en prends, mais peut-être moi j'ai plus de risques de me casser la figure au ski qu'un skieur hors piste. Donc il y a toujours la question de pourquoi on adopte un comportement à risque, et qu'est-ce qui fait que dans ce comportement, évidemment, ce comportement est choisi pour une bonne ou une mauvaise santé. Les théories sur lesquelles on s'est le plus appuyé, sur lesquelles on s'appuie le plus aujourd'hui pour mettre en place des techniques de prévention dans le milieu de la santé, mais d'une façon générale, c'est la théorie du comportement planifié, qui est des théories des années, on va dire, 1980-90, qui finalement de réfléchir pourquoi les gens adoptent une intention comportementale, pourquoi ils choisissent d'avoir un comportement, parce qu'ils ont des représentations autour de ce comportement qui ne sont pas forcément liées à leur santé, et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'ils vont déclencher l'initiation de ce comportement. Donc il y a tout un tas de questions qui vont se poser autour de l'intention comportementale, et c'est comme ça qu'on va construire un programme de prévention dont je vais vous parler. Et puis toujours, évidemment, les normes sociales qui font qu'on fait ou pas, qu'on adopte ou pas un comportement de bonne santé. La question des compétences psychosociales, et vous connaissez aujourd'hui évidemment le point majeur c'est le développement de ces compétences psychosociales en ce qui concerne les techniques de prévention et en ce qui concerne les aspects de prévention chez les jeunes en milieu scolaire. C'est la pensée aujourd'hui qu'il faut développer les compétences psychosociales, savoir dire non, avoir une capacité dans le groupe social à s'affirmer, à se déterminer vis-à-vis du produit, vis-à-vis de ses comportements, sont évidemment développés dans la suite de l'ensemble de ces théories que j'ai présentées auparavant. Alors, il y a évidemment les théories de changement du comportement, qui sont également des théories très importantes en ce qui concerne la façon dont on peut modéliser des aspects de prévention, mais là, c'est plutôt déjà chez des consommateurs, on va dire, assez souvent aguerris. Donc, c'est des changements de comportement dans des modalités de prévention secondaires ou tertiaires, on va dire, moins chez des comportements d'initiation, et puis des comportements très intégratifs, comme le programme Unplugged, qui au cours d'un certain nombre de sessions auprès des adolescents, va modifier leur comportement avec les avantages d'Unplugged. C'est plusieurs sessions qui permettent de changer les comportements chez les individus avec des apprentissages sociaux forts et des théories d'apprentissage, on va dire partagées, notamment sur des modèles d'apprentissage en puzzle. La difficulté, évidemment, de ces modèles, c'est de les implémenter au niveau de l'éducation nationale et de faire que les équipes éducatives enseignantes participent au modèle. Et c'est la limite, évidemment, d'Unplugged, c'est la capacité que ce programme puisse être implémenté, soit dans des milieux sportifs, soit dans des milieux éducatifs, parce qu'en fait, il faut, quand on fait de la prévention dans un milieu, que les éducateurs ou les personnes puissent, on va dire, s'approprier l'outil de prévention qu'on utilise. Alors le programme PAMS, en quelques mots, ce qu'on avait proposé, c'était faire un programme qui soit à la fois un programme d'information à travers des tutos, à travers les réseaux sociaux. Ensuite, c'était un programme de formation auprès des coachs sportifs pour diffuser l'information de prévention auprès des sportifs, que ce soit amateurs ou de haut niveau. Et puis ensuite, on a fait de l'accompagnement de prévention de transition de carrière auprès des sportifs de haut niveau. Ce programme se voulait donc un programme autour du sport, auprès de l'information, en se servant d'athlètes qui parlaient de la question des addictions, et c'était diffusé à des jeunes. Ensuite, un programme plutôt dans le sport, avec la formation des coachs pour qu'ils puissent discuter avec les athlètes sur les consommations de substances, et puis également un aspect de transition de carrière, donc évidemment avec le sport et avec les sportifs de haut niveau pour ces transitions de carrière. Donc on a travaillé pour construire des outils sur les théories que j'ai présentées auparavant, et on a travaillé sur les théories du comportement planifié pour produire, à travers les croyances et les valeurs autour du sport, à travers des normes subjectives qui sont associées au sport, travailler des modalités intentionnelles de comportement chez les individus, qui pouvaient être discutées lors notamment de sessions groupales avec les coachs, pour essayer de voir comment des individus pouvaient modifier leur comportement, et notamment leur comportement à risque ou leur comportement de consommation. Donc en gros, ce qu'il fallait faire, c'était les attitudes et les croyances vis-à-vis des substances. Pourquoi on prend de la cocaïne ou pourquoi on prend telle substance? Parce que ça me rend plus performant lors d'une activité sportive. Et bien, il faut diminuer évidemment les croyances autour de ces éléments et les attitudes positives autour des substances psychoactives. Il faut corriger les normes, les croyances normatives du groupe vis-à-vis de la substance également. Et il faut aussi travailler sur la capacité de contrôle et les compétences psychosociales dans le contrôle des substances et la capacité de pouvoir dire non aux consommations de substances.
Le programme, en fait, c'est le programme PAMS. Vous retrouverez encore sur les réseaux, il y a encore des vidéos qui sont présentes avec un certain nombre de tutos où on avait interrogé, on avait ciblé un certain nombre d'acteurs qui ont parlé de consommation de substances. On n'a pas le temps de passer. Il y avait une chaîne YouTube également PAMS. Donc il y a tout un programme qui a été fait autour de le développement on va dire, de la prévention en milieu sportif et autour du sport, avec des interviews, des témoignages de sportifs, des sportifs joueurs, des sportifs, des rugbyman qui sont passés par des fins de carrière avec des consommations de substances, bref, des témoignages très touchants et de la façon dont eux pouvaient apporter une construction sur un message de prévention pour à la fois des athlètes eux-mêmes, mais aussi également des jeunes. Donc notamment Pat Barnard, qui est un ancien rugbyman qui a joué notamment à Brive de haut niveau et qui a un témoignage extrêmement touchant et qui, à visage découvert, parle de son expérience de conduite addictive et de sortie du sport. Donc on a, pendant ces 3 ans où le programme a été actif et financé, on a augmenté progressivement le nombre de publications sur les réseaux sociaux, jusqu'en 2024, à avoir, vous voyez ici, un certain nombre de réseaux sociaux. Alors c'était une équipe de jeunes qu'on avait recrutés, des jeunes, on avait des chargés de mission numérique, on avait des psychologues, on avait des plus vieux comme moi-même pour un peu discuter un peu des contenus, si je puis dire, mais vraiment c'est plutôt une dynamique, évidemment, de prévention portée par des messages très courts, vous connaissez ça, hein, on voit ça beaucoup maintenant évidemment sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de vues qui ont augmenté au cours du temps. Donc ensuite, ça c'était pour les messages programmés. Ensuite on a fait des groupes de travail et de coaching auprès des encadrants sportifs pour créer un environnement protecteur pour les sportifs. On faisait venir des coachs, on travaillait avec eux, notamment on a beaucoup travaillé avec la Ligue régionale de rugby Auvergne-Rhône-Alpes pour finalement, au cours de 2 jours, discuter sur les généralités autour des addictions, dépister les conduites à risque dans le milieu sportif, essayer aussi de les aider à comprendre les motivations au changement, comment un sportif pouvait consommer et changer au cours du temps vis-à-vis d'une consommation, communiquer autour des consommations. Le programme est arrêté, mais on a en vue travailler notamment avec l'ASM Clermont-Ferrand sur des messages de prévention grand public et des discussions, d'échanges entre les rugbyman de haut niveau et des rugbyman amateurs pour les consommations de substances. Je vais terminer, je pense qu'il faut que j'arrête. Voilà, donc le programme s'est beaucoup développé en Auvergne-Rhône-Alpes. On a proposé une amplification nationale qui n'a pas été retenue pour des raisons diverses et variées, mais qui sont très entendables, bien sûr, mais je ne désespère pas qu'on puisse reproposer quelque chose autour de cette question de la prévention des addictions en milieu sportif. Donc voilà, ensuite, on a participé à des animations de stands de prévention autour du sport, dans certains congrès, dans des manifestations sportives de façon très importante. Et voilà, il y avait des sites internet, mais je passe parce que je pense que vous pouvez retrouver donc les témoignages, mais je pense que j'ai passé mon temps. Ouais. Non. Merci Georges, pas de souci. Voilà, ces actions de prévention et retour d'expérience qui ont été mises en place ensuite que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Merci. Tu vas rester ici, garder le micro, merci. Dans la mesure où tu pars avant la fin de la session pour prendre la route, on va te poser des questions en lien avec ton intervention. Est-ce que vous avez des remarques, des observations, des questions au professeur Georges Brousse sur le programme d'AORPAM, mais pas que, sur la présentation? Il ne pourra pas rester à la fin, donc c'est le moment. Marc? Salut, merci Georges pour cette présentation. Et du coup qui s'adressait au public des sportifs. Hein, c'est bien ça? Et voilà. Et du coup, est-ce que vous avez recherché ou été confronté à la possibilité d'addiction au sport? En fait, pas directement, mais c'est vrai qu'on a été pour les transitions, chez des athlètes de haut niveau qui étaient en phase de transition, on retrouvait moins de phénomènes d'addiction. Les phénomènes d'addiction au sport sont plutôt chez des individus, évidemment, qui pratiquent le sport, mais pas forcément dans une pratique athlétique de haut niveau de club, mais plutôt des gens individuellement qui pratiquent le sport. On en a, mais ça, c'est dans le cadre de la consultation. Parce qu'historiquement, à Clermont-Ferrand, comme dans certains, peut-être chez toi aussi, on avait une consultation dopage, sport, addiction qui était à Clermont-Ferrand, dont le financement a été finalement petit à petit arrêté. Et dans ce contexte-là, on rencontrait aussi des personnes
personnes qui souffraient d'une addiction au sport, souvent des coureurs de course à pied. Mais finalement, on n'avait pas vraiment ciblé, même s'il y a une intervention qui est autour de l'addiction au phénomène sportif. C'était plutôt l'addiction aux substances qui revenait au premier plan. Merci Georges. Je prends cette question pour essayer de faire quelques éléments de précision quant à la fois à la session et éclaircir un peu le périmètre dans lequel on agit. Il y a vraiment la question de l'addiction dans le sport qui concerne à la fois les sportifs de haut niveau, mais pas que, sportifs amateurs, le coureur du dimanche, et l'addiction au sport qui est un sujet différent, qu'on appelle vulgairement, alors, enfin, on ne va pas rentrer dans un débat sémantique, la bigorexie, qui est un très particulier. Et là-dessus, vraiment, ce sont deux focales totalement différentes. Et les uns peuvent se confondre aux autres, mais c'est important de faire la précision. Et puis, le parcours des sportifs de haut niveau, qui, très souvent, ce qu'on appelle la troisième mi-temps, pour faire court, ont des problématiques sur lesquelles Georges, évidemment, est expert, de comorbidité. Ça a à la fois les problématiques psychiatriques, avec un effondrement narcissique, biologique, tout ce qui s'ensuit, avec des consommations de produits. Et là, c'est très clairement, très souvent, ce qu'on remarque dans les faits divers. Et puis, finalement, le désintérêt que la société leur envoie. Prise de poids, ils sont plus performants, ils prennent de l'âge, et rien n'est prévu. Et donc, clairement, sur la partie santé publique, si on doit, en tant que médecin et en tant que soignant, militer, c'est pour pouvoir, et derrière des associations et des anciens sportifs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme, que devient-on après? Et là, c'est extrêmement important, et c'est vraiment des surfaces de travail différentes. Petite précision. Des questions? Mélina, non, je sais pas. Oui, vas-y Mélina, il y a encore un peu de temps. Parce que je vais poser une question très rapidement, puisque j'ai eu une expérience d'intervention de prévention auprès des jeunes du Pôle Espoir de Bordeaux-Bègles. Voilà. Et je m'étais dit, mais mince, en fait, je n'ai pas abordé la question des paris sportifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu un petit peu dans... Oui, on a ce qui est super intéressant. Alors, on a un témoignage d'un joueur, c'était un joueur du Clermont Foot qui a témoigné pour une addiction aux paris sportifs. Donc on retrouve de façon assez fréquente des addictions comportementales et aux paris sportifs chez les joueurs. On en suit un certain nombre évidemment qui s'intéressent. On voit on va dire l'intérêt à la pratique du sport, de leur sport, et l'intérêt évidemment à mobiliser autour du sport du pari, quelque chose qui est très fréquemment retrouvé, tout à fait. Ils parient sur autre chose, c'est-à-dire qu'ils regardent le sport, mais sur d'autres sports, ils parient. Il y a évidemment cette pratique qui est très importante, et avec une prévention et une prise en charge qui doit être vraiment mise en place pour les sportifs de haut niveau. T'as ton diaporama ? Ok. Bonjour, je me demandais s'il y avait une différence genrée dans l'addiction pour les sportifs de haut niveau, notamment en rapport aux normes et à la culture. Oui, alors c'est probablement, alors c'est assez complexe. On a suivi, chez les sportifs de haut niveau, nous on suit des équipes masculines, mais il y a également féminines, il y a des questions, mais c'est plus difficile, je dirais, comment dire, la difficulté, c'est d'arriver soit dans les clubs amateurs, soit dans les clubs de haut niveau, de pouvoir être associé à la réflexion. Ça, c'est très difficile. Et c'est peut-être la question de genre, on ne peut pas trop encore la connaître parce qu'elle est peut-être, c'est plus difficile aujourd'hui encore d'arriver à travailler la question de la prévention dans des milieux sportifs plutôt féminins. Enfin, nous, on est peu sollicités en réalité. Mais peut-être parce qu'il y en a moins aussi. Et peut-être parce que c'est quelque chose qui est moins dit aussi également. Mais il y a des éléments culturels, des éléments, vous avez raison, d'environnement également, qui sont très importants de ce point de vue-là. Merci Georges. Encore une question? Ouais. Dorian. Très, très rapide, docteur Tessa, donc je suis psychiatre militaire. Juste pour rebondir un peu là-dessus, pour élargir un peu le débat, je trouve que ce que vous décrivez, c'est effectivement très vrai chez les gens qui ont des rythmes de vie qui sont très encadrés et très intenses. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a les mêmes phénomènes en milieu militaire, par exemple, sur des gens qui vont être très opérationnels et qui vont avoir des effondrements comme ça, qui vont être massifs au niveau éthymique et identitaire, et je pense qu'ils aboutissent à ces mêmes conséquences. Donc je voulais faire la remarque pour un peu élargir sur l'auditoire et
vraiment penser aux gens qui ont des rythmes comme ça qui sont très codifiés et qui vont s'effondrer beaucoup. Voilà. Bonne remarque, merci. C'est bon, Georges? Merci beaucoup. On va poursuivre avec la présentation du professeur Nicolas Franquito, qui est psychiatre addictologue au CHU de Toulouse, qui a une vraie expertise sur les addictions en milieu sportif. Et il accompagne la Ligue nationale de rugby, mais pas que. Et puis voilà, donc même topo, et même régime. Merci Nicolas. Alors, pas de souci. Alors, je lis quand même ta présentation. Les addictions et la santé mentale dans le rugby de haut niveau, les spécificités de prise en charge, vue du terrain. Oula. Voilà, donc c'est C'est pas moi qui ai choisi le titre, hein, c'est... Et pour l'obtention du collier de Brémus. Pour l'obtention. Voilà. Bouclier, pardon. Donc, bonjour. Donc, effectivement, je vais un peu défendre un peu le rugby, donc dans une région évidemment de rugby. Tout ça pour, donc en introduction, c'est effectivement la cocaïne, le rugby qui sent la poudre, beaucoup de sensationnels, beaucoup de questions sur les substances chez les sportifs, beaucoup de problèmes de psychopathologie. Donc ça, moi, je ne vais pas rentrer trop dedans. Je vais vous montrer en fait ce qu'on fait et à quoi on sert. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Laurent Carilla, qui quand même a dit que il ne fallait pas taxer le rugby de mouton noir de la poudre. Tout ça pourquoi je dis ça? Parce qu'après, on nous a dit la poudre blanche, les journalistes ont dit la poudre blanche qui rend les yeux rouges, la vie en rose avec la poudre blanche, enfin bon. Bref, toujours est-il que toutes ces images négatives nous embêtent parce qu'on est maintenant sollicité par les parents, dans les écoles de rugby, alors que les bienfaits du rugby sur les enfants, on le sait que c'est bien, c'est un sport de combat, un sport collectif, un sport qui développe la confiance en soi, mais il y a toutes ces problématiques qui arrivent. Donc, on voit le port du casque et les commotions, l'alcool et les troisièmes mi-temps, les différences de poids. Donc là, on voit c'est des gamins de 12 ans. Hein, donc, il y en a un à gauche, alors je ne vous cache pas, c'est mon fils. Et en face, c'est son adversaire. Donc, effectivement, sur les plaquages, ça peut faire un peu peur. Vous verrez qu'il n'a pas le casque. Alors, on n'est pas là pour parler des commotions cérébrales, mais c'est quand même important. Et du protège-dents. Et tout ça, pourquoi vous allez dire, mais mince, il est addictologue, il parle des commotions cérébrales, il parle du protège-dents, parce que ça a du sens. Donc, un petit clin d'œil, quand même, pour mon copain clermontois et pour mes amis bayonnais, parce qu'effectivement, moi, je supporte Toulon, comme je pense le professeur Benyamina. Donc, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a été sollicité suite aux difficultés qu'on a eues, parce que quand même, il y a eu des grosses affaires dans le milieu du rugby. Ils nous ont demandé, ils nous ont dit, mais si on met des addictologues à la LNR, comment ça va fonctionner? On a dit d'abord, nous, ce qu'on veut, on a eu une réunion avec Amine Benyamina pour la Fédération française d'addictologie, on a dit il faut qu'on soit indépendant. Parce que c'est très difficile, et des fois, je fais un peu le parallèle avec les consultations que l'on a chez les médecins addicts qui viennent nous consulter à l'hôpital. On a tous des consultations. C'est assez compliqué, c'est la même problématique, c'est-à-dire que le joueur professionnel, il a un sponsor, il veut de la confidentialité, il y a un président qui met la pression, il y a des managers qui sont anglais qui n'ont pas le même code du travail que les Français. Dans les managers anglais, par exemple, ils sont surpris quand on les rencontre et ils disent « Ah bon, mais non, mais on ne savait pas qu'il y avait des arrêts de travail ». Donc, on a dit on va essayer de rester indépendant, et donc on a calqué le modèle de l'addictologie à la Ligue nationale de rugby. On nous a dit ça ne marchera pas. Bon, finalement, ça a marché. Alors vous voyez qu'il y a quand même 22 clubs professionnels qui ont répondu. Donc 22 clubs, ça fait 24 médecins de club et 15 kinés. Pour l'instant, on n'avait interrogé que eux parce que c'était ceux qui étaient le plus proches des joueurs. Et vous voyez que est-ce que la pratique a été modifiée par les événements récents? Ils ont répondu non, tout simplement parce qu'en fait, la problématique était ancienne. Alors, qu'est-ce que vous constatez chez les joueurs? Et donc là, on voit anxiété. Alors,
par exemple, dans troubles somatoformes, il y a des fautes parce que ce n'est pas des spécialistes, mais on leur a laissé on les a laissés libres d'écrire ce qu'ils voulaient. Mais en fait, ils rencontrent essentiellement anxiété, donc l'anxiété de performance, je pense que Michael il en parlera tout à l'heure. Le syndrome dépressif, les addictions qui arrivent donc quand même en 3e position, souffrance psychologique, troubles somatoformes. On voit bien les retours, les doutes de retour après blessure. Il y a quand même des psychologues qui travaillent beaucoup sur ça. Les conjugopathies, troubles du sommeil, le surentraînement, le burn-out, les troubles de l'humeur. Et étonnamment, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Fatsea, c'est qu'on n'a pas parlé trop des problèmes d'argent sur les paris sportifs, parce qu'on sait qu'il y a des clubs qui payent les dettes des joueurs. Et si vous suivez un peu ce que se dit dans la presse, vous avez vu qu'il y a un joueur de Montauban là qui a expliqué, qui a dit qu'en fait il avait piqué dans la caisse de l'amicale des joueurs pour rembourser ses dettes et que pour payer les dettes de jeu, et que maintenant il était pris en charge. Donc beaucoup de joueurs viennent expliquer leurs problématiques et ça nous aide beaucoup. La question, c'est que normalement, tous les joueurs pro et les joueurs e-sport doivent se soumettre à un bilan psychologique visant à dépister les difficultés psychopathologiques et notamment les addictions. Vous voyez qu'il y a des différences entre la Pro D2 et le Top 14, puisque c'est plus souvent fait par le médecin du club et le psychologue, et souvent en binôme en Top 14, moins en Pro D2, donc il y a des disparités. Ça nous a permis de donner des pistes pour faire avancer ensemble. Pour les addictions, donc on retrouve alcool, drogue, jeux vidéo, donc là les jeux d'argent aussi, les médicaments. Alors médicaments, ça inclut le tramadol, mais ça inclut aussi les benzodiazépines et autres médicaments, notamment la prégabaline qu'on voit arriver, le sexe, le tabac, bon, les sorties, les réseaux sociaux, bref, un peu tout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un suivi intégré. Et ça, c'est l'énorme difficulté. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire pour nos internes en santé, en médecine et autres, notamment pharmacie, tout ça, à la fac de santé de Toulouse. C'est d'avoir un dossier un peu unique, parce qu'on a des internes qui sont, par exemple, à Toulouse, externes, qui ont des problématiques, mais qui après passent à l'internat, changent de région, et il n'y a pas de suivi. Des fois, il y a des internes qui arrivent d'autres régions avec des problématiques addictives, et donc, ils passent par la pathologie professionnelle, on les reçoit, mais on n'a pas de suivi. Et donc, on aimerait, nous, avoir un suivi qui part donc, de l'école de rugby jusqu'à la fin de carrière. Donc, les principaux enseignements qu'on a tirés, c'est ça. Évaluation psychologique disparate. Pas de réseau de spécialistes à disposition des clubs. Donc là, j'ai entendu que Mélina faisait le pôle espoir de Bègle. Enfin, hein? Oui, c'est ça, enfin, quelques consultes. Mais nous, par exemple, dans la région Occitanie, moi je m'occupe un peu de ce qui est Toulouse. Il y a Hélène Donadieu qui est à Montpellier, parce que quand même en Occitanie, on a beaucoup de clubs. Donc comme on a beaucoup de clubs en Top 14 et en Pro D2, on est beaucoup sollicités. Donc, on leur a dit, bah, écoutez, rien ne va, et donc on va essayer de vous aider. Alors, évidemment, les messages en lien avec les substances, donc ces photos sont des photos publiques, que le président de la Société française d'alcoolologie quand même avait fait remarquer. Et donc, vous voyez bien que les journalistes, là, ils nous aident, là, pour une fois. C'est Emmanuel Macron refait le coup du cul de sac, enfin du cul sec, pardon, de bière dans le vestiaire du Stade toulousain. Pas mal ce lapsus. Merci. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous savez pourquoi ça, parce qu'en fait, ces deux photos-là, elles sont assez troublantes, parce que quand on rencontre des joueurs professionnels, ils nous le disent. Ils nous disent, en fait, ils nous disent, mais même le président le fait. Donc, en fait, voilà. Alors, il n'y a pas que le rugby, hein, ça, c'est le foot. Hein, donc, c'est une vidéo du Sun hein, qui avait filmé Alexandre Lacazette et Guendouzi, qui sont deux joueurs de Arsenal, qui étaient en train de faire des ballons dans une discothèque de proto. C'est des vidéos qui ont été vues des millions de fois, qui sont anciennes maintenant, mais donc ils ont quand même été sanctionnés et virés de Arsenal. Donc il n'y a pas que dans le rugby. En revanche, et là on remercie l'association Addiction France qui fait beaucoup de veille sur le respect de la loi E20, il y a quand même
le World Rugby qui a prolongé le partenariat avec une bière japonaise. Et d'ailleurs, quand on lit, parce que moi ça me passionne un peu ça, donc à la fin il y a marqué boire cette bière, ça enrichira l'expérience de chaque fan grâce au goût unique du Japon moderne. Donc moi, le Japon moderne, ça ne me renvoie pas directement à la bière, mais enfin bon, pourquoi pas. En tout cas, on sait que l'association Addiction France, elle veille à ça. Alors dans le repérage, donc ça, il y a des repérages par les autoquestionnaires. Il y a beaucoup de médecins de club qui font ce repérage qu'on trouve sur Internet. Évidemment, il n'y a pas d'évaluation globale, il n'y a pas de diagnostic d'addiction. Et puis surtout, ils nous disent, bon, ben, on repère qu'il consomme un peu d'alcool, mais enfin bon, il a 16 ans et qu'est-ce qu'on en fait? Et on nous dit, à quel âge? Et en fait, l'âge, quand on fait chez les petits, donc j'ai mis, ça me touche beaucoup, cette photo, parce qu'on a regardé avec l'école de rugby dans laquelle joue mon fils, donc les 12 ans, on a regardé le match de l'Irlande et en fait, on leur a dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est Guinness? Et pourquoi sur les poteaux de rugby il y a marqué Guinness? Eh bien, c'est vrai, 100% des enfants nous ont répondu, mais en fait, c'est la bière. Donc, en gros, ça veut dire que celui qui gagne, Guinness, va leur offrir des bières pour qu'ils aillent faire la troisième mi-temps. Et ça me renvoie à ce que Amine disait, notamment sur les Virgin Morito, les bonbons au goût Morito, c'est-à-dire qu'on expose les enfants très tôt à des images dont ils connaissent la signification. Et donc, dans les écoles de rugby, la prévention, elle commence chez les cadets. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on les attrape avant parce qu'ils connaissent tous ces produits. Alors, tout le monde peut repérer. Et donc là, ça va être Marc Auriacombe qui va se rappeler de ce kinésithérapeute du club de Brive qui a fait son mémoire sur le snus, parce qu'en tant que kiné, il avait repéré beaucoup de consommation de snus et il a fait son mémoire de DU d'addictologie sur ce sujet-là. Et il a créé vraiment tout un réseau de repérage au sein du club de Brive. Bon, l'expérimentation, on nous appelle souvent pour de l'expérimentation, surtout pour la connaissance des substances. Et ça, c'est bien qu'on soit intervenu à la Ligue parce que les médecins de club ne savaient pas quoi faire quand ils avaient des questions et ils se tournaient vers les services d'addictovigilance ou vers les services de toxico. Finalement, c'est bien d'avoir un réseau. Le warning sur ces expérimentations, c'est qu'on leur demande maintenant de faire des entretiens, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure là par Georges. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils font la fête en troisième mi-temps qu'ils vont bien. Et des fois, il y en a qui font la fête parce qu'ils sont poussés par d'autres, et en fait, ils font comme tout le monde. Il y a quand même des joueurs qui n'ont jamais bu d'alcool, comme là, on a fait la prévention pour le week-end d'intégration, des étudiants en santé. Et il y a quand même beaucoup d'étudiants qui n'ont jamais bu d'alcool avant de se retrouver en deuxième année de médecine et qui sont terrorisés de ces week-ends d'intégration. Et donc, il faut les cibler. Et donc, on a fait passer ce message et on est plutôt content. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas bien et qui fait la fête, ça peut passer inaperçu. Et donc, c'est le rôle des médecins de club de les repérer. Et après, donc, c'est la prise en charge intégrée. Alors, ça s'appelle dépression, addiction, réaction, très bien. Ils l'ont appelé comme ça. On est en train de faire la tournée des clubs. Donc, l'abord, c'est par la pathologie duel. Donc, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais avant, on dichotomisait beaucoup la dépression d'un côté, les troubles d'usage de substances de l'autre. Là, notre mission de formation des médecins et des professionnels de santé des clubs, c'est de faire la pathologie duel, mais plus... Donc, un petit clin d'œil à Georges Brousse, à la pathologie truelle, parce que, et ça va rejoindre ma première diapo, c'est qu'aujourd'hui, je pense que moi, ce qui peut marcher, c'est la consultation conjointe et qu'il faut qu'on arrête de voir des joueurs de façon superposée, les uns derrière les autres. Ça marche moins bien. Donc là, je vous ai mis en photo Vincent Blasco-Baquet, pour ceux qui s'intéressent au rugby. Donc Vincent Blasco-Baquet, il est arbitre de top 14 et il est professeur de chirurgie dentaire à Toulouse. Et donc, on a commencé à travailler ensemble sur la problématique en tant que chirurgien dentiste qu'il rencontre. Alors lui, comme on parle beaucoup du microbiote et des troubles d'usage de substances, lui, il s'intéresse beaucoup à la composition de la salive et au risque de dysrégulation de la salive et du pH et de translocation bactérienne. Mais surtout, il nous a dit que
enfin, il nous a montré qu'avec le snus notamment, le tabac sous la gencive, mais aussi avec ces joueurs qui ont 4 repas glucidiques par jour, qui n'ont pas toujours une hygiène dentaire extraordinaire, qui consomment aussi le Red Bull. Vous voyez que le Red Bull, là, cette année, il est partenaire du rugby à 7 de 2025 à 2029. Donc, on voit beaucoup de jeunes qui boivent du Red Bull, on voit beaucoup d'autres qui boivent des boissons fluorescentes, comme dit le dentiste. Et donc, ça donne des érosions dentaires. Et ces érosions dentaires, ça empêche la bonne stabilisation du protège-dents. Et donc, il faut les repérer très tôt parce que ça peut majorer les commotions. Pour les fractures, ça, c'est les orthopédistes qui nous ont dit, nous, on ne veut plus de patients qui fument parce qu'on ne fera plus de chirurgie fonctionnelle, surtout chez les sportifs de haut niveau s'ils consomment de la nicotine, parce que, que ce soit tabac ou que ce soit en snus, parce que ça nous gêne beaucoup la nicotine pour la cicatrisation, et notamment au rugby, il y a une plaie qui est assez embêtante, c'est le tendon d'Achille, qui est un tendon très superficiel, et donc ils ont des nécroses de cicatrices à cause de la vasoconstriction, donc ils ne veulent plus les opérer. Et sur les commotions cérébrales, aujourd'hui on sait que, et d'ailleurs il y a des joueurs de rugby qui l'ont témoigné, on sait que les joueurs qui ont des commotions répétées, à un moment donné, ils vont avoir une appétence pour l'usage d'alcool ou pour les opiacés pour calmer les céphalées. Mais sur le trouble d'usage de l'alcool, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a une cohorte là qui est suivie en Europe et on s'est rendu compte que statistiquement, ils consommaient plus d'alcool sans qu'on ait encore d'explication et on est en train d'y travailler. Donc ça, c'est l'individu. Après, il y a l'environnement quand même. Donc les parents sur les terrains lors des tournois des écoles de rugby. Ça, c'est une grosse problématique. Donc moi, quand j'arrive au tournoi de l'école de rugby, on me dit, ça y est, il arrive, le rabat-joie. Mais en fait, c'est pas question d'être rabat-joie. C'est des fois, je dis aux parents, le tournoi, il commence à 9h30. Les matchs, ils durent 20 minutes. Il est 10h, vous faites un câlin à vos enfants, vous avez la clope au bec d'un côté et la pinte de 50 de l'autre. Le modèle n'est pas bon. Donc, le modèle n'est pas bon. Et c'est pareil pour les encadrants, qu'on soit club professionnel ou club amateur. Donc là, il y a beaucoup, notamment la Ligue régionale Occitanie, elle est en train de travailler un projet de labellisation des écoles de rugby qui feront de la sensibilisation aux troubles d'usage de substances, quelles qu'elles soient. Bien sûr qu'ils veulent interdire, je vous rappelle qu'il y avait un décret buvette en 1996 qui empêchait la vente d'alcool dans les lieux du sport, qui a été supprimé. Évidemment que les clubs, ils nous disent, oui, mais nous, les buvettes, ça nous rapporte de l'argent. Donc peut-être, mais pas les mettre à proximité ou faire des no-alcool, comme disait Georges, no-alcool ou low-alcool. L'exemple, c'est si vous allez, la dernière fois, ils l'ont fait au stade Mayol, c'est-à-dire à la mi-temps, vous descendez acheter à boire, il y a tellement la queue pour acheter de la bière que vous n'avez pas le temps de la mi-temps. Et donc, il y a des stades qui ont fait à côté des fils où on paye que par carte bleue, que pour des softs ou de l'eau plate ou gazeuse. Et donc, les gens, ça les évite de boire. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'à Roland-Garros, il y a eu beaucoup d'interventions de la sécurité parce que les gens étaient alcoolisés dans les tribunes et gênaient les tennismen. On commence à le voir au rugby. Si vous allez dans les stades, vous voyez qu'il y a celui qui s'appelle l'assoiffeur qui passe avec sa mallette, là, qui sert des bières. Et là, de plus en plus, il se fait bousculer parce qu'il passe trop de temps. Repérer les phénomènes nouveaux, donc on en a parlé, du snus, ça c'est important pour nous, mais aussi une veille sur Internet, parce que là, donc le rugby c'est à la mode, donc il y a un site qui s'appelle Vivre de façon saine, commence avec le rugby, et en fait ils vendent donc des patchs de nicotine, certes, mais ils vendent aussi de la nicotine à mettre sous la langue, et ils vendent d'autres produits, donc pour l'instant c'est bloqué en France, mais en tout cas on fait attention parce que c'est le genre de choses qu'ils peuvent acheter. Bon. Ça, je l'ai dit, comment faire, donc il y a beaucoup de variabilité en fonction des joueurs, des clubs, des managers, du président, le respect de la confidentialité. D'où l'importance des pairs, ça a été dit. Donc là, nous, on a les patients experts en addictologie. Ben là, on a dit qu'il faut s'appuyer sur les pairs. Donc ça avait commencé avec les Jeux Olympiques. Dans le rugby, on a quand même Raphaël Poulain, qui avait écrit ce livre, Quand j'étais Superman, et qui explique vraiment la descente aux enfers d'un joueur de rugby. Ça a été un des premiers à faire une pièce de théâtre, et donc ça nous sert de médiation. Puis maintenant, il a créé une association qui s'appelle Néo Héros, et c'est eux qui tournent dans les clubs.
l'importance des institutions. Donc pour de la crédibilité, il faut que ce soit soutenu par la Ligue, et là c'est le cas. Ça nous aide parce que ça favorise l'adhésion des clubs. Sinon on nous dit « Ah ben oui, ben vous venez encore parler d'addiction, bon c'est bon, on connaît le problème ». On a quand même eu... Enfin, moi j'ai eu un président qui m'a dit « C'est quand même dangereux ce discours parce que nous on est très gênés par la cocaïne. Après vous savez l'alcool, il m'a dit « Vous savez docteur, on est de la même génération, on est tous rentrés bourrés sur les routes de campagne après une 3e mi-temps et on a quand même pas trop mal réussi dans la vie ». Alors j'ai dit d'abord « Tous, ça ne m'inclut pas ». Et deuxièmement, aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce discours. Donc l'Aller Vert, c'est le travail en groupe. Et donc, on fait des groupes, donc dans les clubs, hein, on fait des groupes et on essaye de former surtout des joueurs sentinelles, comme on fait avec les étudiants en santé, où on leur apprend à repérer un collègue étudiant qui ne va pas bien et on leur explique où s'adresser. Donc, on fait un groupe à gauche, un groupe à droite et après, ils changent. Je vous ai mis un exemple là. Vous vivez un moment compliqué, vous vous rendez compte que vous êtes en difficulté, vous ressentez de la tristesse. Que faites-vous? Ils réfléchissent sur des solutions en groupe et l'autre, c'est vous apercevez qu'un de vos copains traverse un moment difficile, il s'alcoolise beaucoup, il consomme de la cocaïne, ça vous inquiète, qu'est-ce que vous faites? Et après, ils partagent ensemble. Alors là, comme c'est des joueurs pros, c'est traduit en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Donc on a un traducteur qui nous accompagne. Et après, pour finir, donc l'importance de l'enseignement. On est universitaire, on est enseignant, on fait des cours, c'est très bien. Il y a les diplômes universitaires d'addicto, mais maintenant, il y a la médecine du sport qui nous sollicite et le diplôme universitaire de médecine du rugby. Et petit à petit, on va mettre de l'enseignement d'addictologie dans tous les sports. Tout à l'heure, il y a eu une question sur... c'est vous qui avez posé la question sur le genre? Dans le rugby, par exemple, là, aujourd'hui, on est confronté avec le rugby mixte, puisque les filles, elles s'arrêtent, en fait, elles jouent jusqu'à 15 ans avec les 14 ans, donc il y a la problématique des vestiaires. Il y a la problématique aussi des consommations. Il y a la problématique du fait qu'elles sont plus matures, entre guillemets, que les garçons. Donc ça crée dans les soirées, notamment on l'a vu là, c'est-à-dire là on a fait une soirée intégration rugby. Les filles n'avaient pas du tout les mêmes problématiques. C'est-à-dire les garçons, ils pensaient qu'à faire à manger des hamburgers et des chips et des bonbons. Et les filles, elles ont dit, on leur avait supprimé les téléphones portables. Elles ont dit, mais nous, on doit appeler nos copains. Est-ce que vous pouvez nous laisser des tranches de 5 à 10 minutes, ce qui est assez marrant. Et après, on sait que chez les grands, il n'y a pas la même problématique. Notamment, l'autre jour, moi, j'ai été étonné, il y a une entraîneuse de volley qui m'a dit, je suis embêtée parce que les filles au volley, quand il y a des compétitions, elles décalent leurs règles pour la pilule et elles prennent des coupes-fins aussi et des antalgiques pour les maux de ventre. Donc, et quand j'ai dit, mais quel antalgique? Elles disent, souvent du tramadol. Donc, en fait, ça veut dire que c'est en train de venir. Voilà, je vous remercie, j'ai fini. Merci beaucoup. Ah, c'est les questions. Ouais, mais merci beaucoup, Nicolas. Bon, j'ai pas de micro, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, merci, c'est bon. Tu vas garder ton micro. Est-ce que vous avez des questions, des observations pour Nicolas? Il a quand même fait aussi un point autour de l'environnement des addictions dans le milieu sportif, ce qui très clairement est intéressant à plus d'un titre. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir cité Addiction France, qui, comme vous le savez probablement aussi, porte le plaidoyer de la loi E20. C'est la seule association qui l'a. On a des fonds, je préside aussi Addiction France, on a des fonds qui sont dédiés, des fonds publics pour pouvoir porter plainte dès lors que la loi E20 n'est pas respectée. Et il arrive qu'on gagne, et même très souvent, face à des mastodontes comme Heineken, Budweiser, tout ça. On a eu Carlsberg, contre lesquels on a gagné au décours de rendez-vous sportifs, notamment la Coupe du Monde de rugby, on a gagné au JO, on a gagné. On peut gagner, parce qu'ils s'en foutent. Même s'ils perdent, ils s'en foutent, ça leur fait de la pub. On peut gagner des sommes. Donc, dès lors que vous êtes en face à une violation de la loi E20, vous pouvez nous faire remonter. Je vais donner juste, je serai rapide, une anecdote. Je prenais le train à Montparnasse pour aller à une réunion avec des collègues à Rennes, il me semble, et j'avais traversé le long couloir que vous connaissez probablement tous de Montparnasse, et c'est vrai, un couloir monstrueux, interminable, sur le tapis électrique, et puis à ma gauche, il y avait Bud, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui habitent Paris ou ceux qui traversent, mais un truc, mais on ne peut pas le louper. J'avais pris une photo et je l'ai envoyée à Franck Leca, qui est dans l'association, pour faire ça. En une semaine, la plainte était déposée. Et c'est pas n'importe qui, c'est l'agence Havas BETC qui avait fait la pub.
et qui, dans le grand cynisme du grand capital, nous avait offert une campagne sur l'alcool chez les jeunes. Vous vous rappelez peut-être Louise Delage. Et donc, comme quoi, ils s'en foutent totalement. Et on a gagné le procès. Voilà, je m'arrête. Merci Nicolas, merci messieurs. Vous connaissez mon intérêt pour le sport de haut niveau et l'accompagnement d'un petit club local qui est premier dernièrement, hein, la section paloise. Et moi je me suis beaucoup occupé du trail. La question du trail, hein, on avait la Diagonale des Fous dernièrement, 150 km 175 avec 10 000 de D+. Un objectif de performance toujours plus accessible à tout le monde, hein, puisque tout le monde doit être Alexandre Bouchex, casquette verte, courir à Paris et faire 10e, avec une vision de cette performance chez l'homme augmentée qui est de plus en plus importante, et l'apparition de phénomènes, alors tu parlais tout à l'heure, Amine, de la bigorexie, qui est l'inverse de l'anorexie, hein, c'est pas se voir assez balèze, hein, c'est le culturiste qui à la base ne se voyait pas assez balèze. On voit l'apparition d'usage de stéroïdes anabolisants, notamment la trandolone, avec des challenges sur TikTok, le 30-day trandolone challenge, où il faut s'injecter pendant 30 jours pour gonfler. Le problème, c'est qu'à un moment, le cœur pète, et on se retrouve avec des pratiques comme ça qui étaient aberrantes, qui n'existaient pas il y a 15 ans, même chez le culturiste de très haut niveau, avec des produits qui sont hors de l'accompagnement des clubs, puisque ça se passe souvent dans les salles de sport, par des coachs autoproclamés qui vont proposer à des jeunes qui n'ont pas ce regard ou qui n'ont pas la discussion avec des adultes autour de ces produits et qui vont avoir vraiment un impact extrêmement important sur l'entrée dans les troubles addictifs. C'est pareil pour la supplémentation protéique. Quand on commence à prendre des BCA et de la protéine, prendre autre chose pour annuler ou pour se soulager va arriver rapidement. Et c'est vrai qu'il y a tout un effet de diffusion aussi de communication qui est important par rapport à ça. Donc merci de ce travail que vous faites tous. Merci beaucoup. Très bonne remarque pour une raison très simple. Je me souviens, et comme vous tous, il y a quelques années, lorsqu'on allait s'inscrire dans une salle de sport, on avait affaire à des personnes physiques. Maintenant, on a affaire tout est digitalisé, et on arrivait avec notre certificat médical, et on avait le médecin qui nous avait passé le stéto, qui avait pris au moins un peu de temps artériel, qui nous a pesé. Maintenant, c'est fini, ça. Simplement, on doit dégager la responsabilité de la salle en disant « je suis en bonne santé », ce qui est totalement aberrant. Et dans leur grand cynisme, ils ont mis un défibrillateur dans chaque coin de salle. Et donc, il y a vraiment, avec le développement de ces salles de sport et les réseaux d'influence et des influenceurs qui posent des muscles, la plupart du temps revisités par l'IA, font qu'on a quand même un nouveau système qui s'est mis en place qui nous déborde tous. Et je crois qu'il faut un peu de régulation, à mon avis. Pardon. Non, mais c'est une question que j'avais eue, ça, sur comment on peut intervenir dans les clubs de sport, mais c'est comme alors, désolé, c'est pas non plus sexiste, mais c'est beaucoup des influenceuses qui avaient fait la promotion des médicaments pour maigrir, là, et on a vu ce qu'ils appellent les faces rachitiques, puisque oui, ça se vendait sur Internet, et alors, des fois, on nous disait, mais qu'est-ce que vous faites, en fait si par exemple ils sont un peu gros et qu'ils achètent sur Internet, mais en fait on ne peut pas. Mais les influenceuses, il y a une plainte là contre elles. Mais c'est très difficile hein, de réguler ça. Ça marche. Et Wegovy Face. Non mais c'était par rapport au Poker Face, parce qu'en fait ils maigrissent très vite du visage et donc ils ont des visages un peu cachectiques. Émaciés. Est-ce que vous avez des questions ? Tout va bien? Si. Allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question plutôt, est-ce que vous ciblez aussi les clubs amateurs, notamment dans le milieu rural? Est-ce que vous voyez des disparités au niveau des consommations, au niveau des prises de risques, ou c'est la même chose? C'est plus les clubs amateurs que les pros. C'est Qatar. Vas-y, réponds. Ben, en fait, là, c'était sur les actions de la Ligue nationale de rugby. Après, c'est la Fédération française de rugby qui s'occupe plutôt des clubs amateurs. Donc oui, on s'occupe des clubs amateurs. C'est en train de se structurer. Là, c'est plus facile parce qu'il y a le cadre. Mais donc là, on va dire que c'est la saison 1 et peut-être qu'ils nous inviteront, je vois Jean-Pierre qui arrive là, dans 2 ans pour qu'on fasse la saison 2 de cette com. Mais oui, il y a des problématiques chez les amateurs, beaucoup. Et c'est moins encadré. Voilà. Mais en tout cas, oui, on intervient, notamment les comités départementaux. Mais par exemple, moi, si je dois faire le CD 31, le CD 09, le CD 12 et tout, donc on leur demande de se rassembler pour faire des actions plutôt conjointes. Sinon, on fait que ça. Mais club amateur, école de rugby, c'est quand même un gros combat, parce que beaucoup de gamins de l'école de rugby resteront amateurs et très peu seront pros.
Merci Nicolas. Voilà, donc on va poursuivre. Georges va nous quitter. Il prend la route du Lioran, ou presque. Merci beaucoup Georges. Le temps que Mickaël s'installe, juste un mot, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il est où, Augustin? Tu es où? Il est là. Et Augustin, ça s'occupe de préparation physique, il est addictologue, il connaît bien le sujet. Juste un point, c'est pas un milieu facile dans lequel on évolue, le milieu du sport, parce que la démarche de ces sportifs qui sont malheureux, déprimés, parfois dépendants ou pas encore, et qui sont parfois soit ils ont une pression interne ou externe pour pouvoir être performants, et quand ils vont mal, c'est très compliqué pour eux de demander de l'aide parce que ce sont des surhommes ou il y a des surfemmes, comme on dit, voilà. Il est impossible pour elles ou pour eux d'aller demander de l'aide parce que donc voilà. Et donc ils arrivent aux soins un peu en bout de course. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, Augustin. Tu peux en dire un mot. Et ça, c'est pardon, parce que c'est important parce que le recours aux soins, même si nous on en parle, il n'est pas facile quand il ne vient pas d'en face. Super, merci. Désolé de t'avoir abordé, mais parce que ce que tu m'as dit me semble tellement important. Merci beaucoup, Augustin. Je m'arrête. Merci beaucoup. Vous m'avez méchamment spoilé, mais comme je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, ça me va. Donc, je m'appelle Michael Bisch, je suis psychiatre addictologue, je travaille en Suisse à Neuchâtel, à l'hôpital public, et je vais vous parler de ce que les cliniciens doivent savoir absolument pour prendre en charge des problématiques de santé mentale et d'addiction chez les athlètes, en général, chez les athlètes de haut niveau en particulier. Tout à l'heure, Georges a commencé à donner quelques éléments de définition. Je vais poursuivre un peu ces éléments de définition pour qu'on soit sûr de tous bien parler de la même chose. Comme vous savez, la France adore faire des règles, des lois. Elle n'aime pas trop les appliquer, mais elle aime bien les faire. Et donc, on a un code du sport. Le professeur Franquito l'a cité aussi. C'est assez unique, en fait, à l'international, d'avoir un code législatif pour le sport. Le code du sport, c'est donc un code qui régit l'ensemble des règles de fonctionnement dans le sport, d'arbitrage, de triche, etc. Et il a un objectif, le code du sport, c'est d'établir une forme d'équité pour que le meilleur gagne. C'est pour ça que dans certains sports, il y a des catégories de poids. C'est parce que c'est une forme d'équité pour que le meilleur gagne. Et c'est ça le sport en fait. Le sport, c'est un ensemble de règles mises en place pour que dans une compétition, le meilleur gagne. Dans ce code du sport, il y a la définition du sportif. La définition, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la définition de ce qu'est un sportif. Un sportif, dans le code du sport, c'est toute personne qui participe à une compétition organisée par une fédération ou délégataire, ou avec remise de prix en argent ou en nature, ou qui se prépare en vue d'y participer. Elle est cool hein, cette définition, parce qu'en vertu de cette définition, énormément de gens sont des sportifs. Si je cours, et que je cours, vous avez vu, je n'ai pas trop un morphotype de rugbyman, on prend les exemples qu'on peut. Si je cours et que je me chronomètre, je fais du sport. Je suis un sportif parce que si je me chronomètre, il y a une dimension d'émulation, de performance, et qu'à un moment, j'espère faire un score ou améliorer mon score. Si je cours en n'écoutant que mon corps, sans aucun objectif de performance, peu de gens le font finalement, peut-être je fais de l'activité physique, qui est une autre définition. L'activité physique, c'est une dépense d'énergie qui est supérieure à la dépense d'énergie sédentaire en zone de neutralité thermique. Le sport n'a rien à voir avec la dépense d'énergie, puisqu'en fait, certains sports qui ont des fédérations et qui organisent des compétitions dépensent moins d'énergie que les activités ménagères. On ne va pas jeter l'opprobre sur certains sports, mais la pétanque dépense assez peu d'énergie. Et à l'inverse, la corde à sauter, qui je crois n'a pas de fédération, il ne me semble pas, c'est une dépense d'énergie extrêmement importante. Donc ça n'a strictement rien à voir en fait, sport et activité physique. Et il y a souvent un abus de langage hein, sur ces éléments de définition. La sédentarité, c'est encore une autre définition. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La sédentarité, c'est le fait d'être dans une position assis, debout ou couché, sans mouvement, en zone de neutralité thermique et de ne pas dépenser d'énergie. Est-ce qu'on peut être un sportif et un sédentaire? Oui. Et la plupart des sportifs disent « Ah mais moi je suis sportif, ça me définit, donc par opposition je ne suis pas sédentaire ». On peut être sportif et sédentaire, on peut être sportif de haut niveau
et sédentaire. C'est différent selon les sports. Il y a des sports qui nécessitent de l'entraînement long en termes de temps passé. Par exemple, si vous faites de la natation et que vous passez 6 heures, 8 heures certaines journées dans l'eau, la sédentarité, c'est compliqué parce que dès que vous êtes éveillé, vous êtes dans l'eau avec une activité physique. En revanche, si vous êtes footballeur, votre durée d'entraînement quotidienne moyenne, elle ne dépasse pas beaucoup 1 heure. Et je ne sais pas si vous avez vu comment ça fonctionne dans les clubs de foot. Vous êtes dans le canapé avec tablette et écouteurs. On vient vous chercher avec le bus, on vous emmène au vestiaire, vous faites votre entraînement, on vous reprend dans le bus, on vous ramène dans le canapé. Donc vous pouvez être sportif de haut niveau et sédentaire et croiser les risques de l'activité physique intense et de la sédentarité. Donc le sport peut être protecteur, et le sport peut aussi être associé à une cumulation des risques de la sédentarité et du sport, pas de l'activité physique, pardon. C'est clair les définitions? Je poursuis quand même un petit peu sur d'autres définitions. Le dopage, on n'en a pas parlé là jusqu'à maintenant, je crois. La définition du dopage, elle est importante parce que ce n'est pas une définition qui est superposable avec celle des addictions, en ce sens que ce n'est pas une définition comportement, c'est une définition produit. Il n'y a pas de modèle tricompartimental, produit, environnement, etc. C'est une définition produit, et la définition du dopage, c'est la présence dans l'échantillon biologique d'une substance interdite, en compétition, hors compétition. Ça veut dire que le mode d'administration de la substance, CF, l'insu de mon plein gré, pour ceux qui ont connu l'époque Festina, n'est plus recevable aujourd'hui. La présence dans l'échantillon biologique fait la conviction de dopage. Donc c'est pas quelque chose qui est clinique et très intéressant. Je vous ai mis une image qui peut paraître un peu étrange, mais le dopage ne concerne pas que les humains. Et sur les humains, il y a une forme de bridage quand même. On fait un petit peu attention à ce qu'on fait. Sur les animaux, en revanche, si vous faites du cheval, il vaut mieux doper le cheval que le jockey. Encore que les conduites dopantes chez les jockeys sont importantes parce que c'est un sport à catégorie de poids. Donc il faut maîtriser son poids, potentiellement avec des produits. Les conduites dopantes ont une autre définition qui est plus proche et très chevauchée avec celle des addictions. Et ce qui fait la différence, c'est essentiellement l'objectif. Dans l'addiction, l'objectif, rechercher initial, rechercher du plaisir, soulager du déplaisir. Dans les conduites dopantes, surmonter un obstacle réel ou imaginaire. La plupart d'entre nous avons des conduites dopantes et avons des conduites dopantes fréquentes, quasi quotidiennes. Alors, on peut faire un petit test. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui boit du café a déjà bu du café pour autre chose que le goût du café? Normalement, à peu près tous ceux qui en ont bu, on en a déjà bu pour autre chose que le goût. C'est une conduite dopante, maintenir l'éveil, je dois réviser, j'ai un trajet en voiture à faire. Ce n'est pas une conduite dopante très risquée, en fait, mais c'est l'utilisation d'une substance psychoactive pour surmonter un obstacle réel ou imaginaire. Je ne vous fais pas l'affront de définir les addictions, évidemment, mais si on passe à la définition de l'addiction à l'exercice physique, alors elle n'est pas dans la CIM, ce qui est un vrai problème, parce que quand ce n'est pas dans la CIM, c'est pas coté comme un diagnostic et ça permet pas aussi de construire des projets pour demander des plans de prévention structurés, vu que c'est pas une maladie. Par contre, c'est reconnu par l'OMS depuis un moment quand même, et surtout, c'est probablement l'addiction qui se cache le mieux derrière un mode de vie ultra sain, l'addiction à l'exercice physique. C'est-à-dire que globalement, incluant des formes particulières et la bigorexie, il y a un sportif connu, basque je crois, qui se revendique régulièrement dans les médias de sa bigorexie et y ajoute une connotation relativement positive, c'est Vicente Lizarazu. Et en plus il est super fort dans plein de sports, alors c'est assez énervant, hein. Il y a quand même des éléments, voilà, enfin il y a plusieurs échelles, mais celle-ci est relativement bien validée, elle est intéressante, puis elle est traduite en français. Donc, échelle de dépendance à l'exercice physique, globalement, ce sont des critères d'addiction, en fait, très simplement. Si on s'intéresse néanmoins aux athlètes de haut niveau, eh bien, ces échelles-là sont peu applicables, elles sont peu discriminantes. Pourquoi? Parce que réduction des activités de la vie quotidienne pour pratiquer l'activité sportive, mais c'est leur job de faire ça aux athlètes de haut niveau, donc ils sont tous dans les critères et ce n'est pas discriminant. C'est pour ça qu'en 2019,
le groupe de travail santé mentale du Comité olympique international, dont le plus gros partenaire industriel pour le Paris 2024 était AB InBev, le plus gros brasseur du monde, mais avec Corona Cero. C'est pas le CIO, c'est le groupe de travail santé mentale. Hein. On travaillait à des critères spécifiques d'exercice physique normatif ou d'exercice physique addictif, enfin, dans le cadre d'une addiction. J'attire votre attention sur certaines choses. Par exemple, on considère qu'il est normal que l'exercice physique, dernier critère, prenne un temps substantiel et que les autres activités de la vie qui sont importantes pour l'individu ne soient pas complètement éliminées. S'il en reste un petit peu, c'est bon, c'est normatif. Et le critère d'addiction, c'est élimination pour le CIO de toutes les autres activités de la vie. Ça implique quoi? Ça implique un repérage tardif, en fait, globalement, puisque avec des critères comme ça, le repérage précoce est complètement impossible, puisqu'on est obligé pour être discriminant, mais s'il y avait des critères population générale avant, on ne les a pas vus, ils sont considérés comme normatifs. Autre chose, ability to stop or cut down exercise as recommended, c'est-à-dire à suivre, si on est un sportif pro, par exemple, le plan d'entraînement fédéral. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un plan d'entraînement fédéral. Donc, les fédérations, elles peuvent avoir un plan d'entraînement avec du temps, des étapes à passer. Et aujourd'hui, les sportifs, dans certaines fédérations, peuvent se bencher les uns les autres. C'est-à-dire, je vois où en sont les autres du pourcentage du programme sur le plan d'entraînement fédéral, de manière, en temps réel. Un sportif, les sportifs peuvent se bencher, mais vous savez qu'ils sont aussi traqués tout le temps par l'Agence mondiale antidopage. Ils doivent se signaler très régulièrement où ils sont pour pouvoir faire les contrôles si on leur demande. Donc ils peuvent se bencher entre eux. Et qu'est-ce qui se passe si 6 mois après le début du plan d'entraînement fédéral, ils sont à 100% du plan d'entraînement fédéral? C'est-à-dire ils ont fait plus et à la fin de l'année, ils sont peut-être à 150 ou 170%. Dans peu de cas, on leur dit attention, il y a un souci de surentraînement, etc. S'ils ne sont pas blessés, on leur dit tu as fait plus que ce qu'il fallait faire, c'est bien, parce qu'on valorise le travail. Il faut du talent, mais il faut du travail, tu as travaillé plus que les autres. Aujourd'hui, il y a une augmentation de la conscience importante sur ce sujet, puisque certaines fédérations ont des plans de désentraînement aussi, pour les fins de carrière ou pour les périodes intercompétition, parce que quand vous avez cette appli qui vous permet de regarder ce que les autres font et que vous ne pouvez pas parce que vous êtes blessé, il y a un impact psychique qui est quand même relativement fort. Donc, les critères permettent vraiment pas du repérage précoce, ça c'est un défaut, mais ils ont le mérite vraiment d'être discriminants. Ensuite, est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui des compétences spécialisées de psychiatrie du sport? C'est une discipline vraiment émergente. Ça existe quand même aujourd'hui, surtout aux États-Unis, les psychiatres du sport. Ce n'est pas une subspécialité qui est référencée dans la plupart des subspécialités académiques dans la plupart des pays, mais globalement, elle a un intérêt versus psychologie du sport. C'est de ne pas se focaliser sur la performance. La psychologie du sport, les psychologues du sport, ça existe depuis longtemps. Plein font un boulot extrêmement intéressant, mais le champ d'application de la psychologie du sport, aujourd'hui, malheureusement, est majoritairement orienté sur des techniques psychologiques pour accompagner la performance. Typiquement, je fais du BMX, vous voyez, le BMX avec un départ très pentu, où en fait, globalement, j'ai des bonnes compétences, j'ai bien travaillé, par contre, j'arrive pas à lâcher les chevaux dans la pente, parce qu'il faut un peu arriver à vraiment débrancher la peur pour y aller. Et ça, c'est des choses qui se travaillent avec des psychologues du sport. On apprend à se dissocier un petit peu au départ, pour vraiment pouvoir y aller à fond. Mais la psychologie du sport, ça peut aussi assurer l'accompagnement psychologique des troubles, mais ce n'est pas très majoritairement aujourd'hui axé là-dessus, c'est malheureusement majoritairement axé sur la performance. C'est un peu aussi les sportifs très influents, Teddy Riner par exemple, ont commencé... ça, c'est pas Teddy Riner, ça c'est ce que mange Teddy Riner au petit déjeuner, je pense. Mais on commençait à parler de leur santé mentale, et Teddy Riner, par exemple, a parlé de son coaching
qu'il a depuis 18 ans, quelque chose comme ça, par une psychologue. Je vais vous en reparler juste après, mais c'est pour moi, ça c'est le site du CIO, hein, c'est le site olympics.com, c'est pour moi beaucoup plus problématique que la psychologue, elle, s'exprime. Peut-être Irina, il dit ce qu'il veut. La psychologue, c'est un peu plus compliqué qu'elle s'exprime sur le sujet, je trouve, si c'est quelqu'un qu'elle suit. Donc voilà, il y a ces particularités-là de discipline naissante, de psychiatrie du sport, qui a vocation quand même à être mieux précisée dans son champ d'activité. Ensuite, et ça a été évoqué à l'instant là dans les échanges, c'est pas facile d'amener les athlètes en général, et en particulier les athlètes de haut niveau, aux soins. Avec un premier frein responsable du treatment gap, c'est le stigma. On les voit comme forts et infaillibles, et l'autostigmatisation, ils doivent se voir comme forts et infaillibles, et une partie des prises en charge en psychologie du sport vise à ça, à lever le doute sur la peur de la défaite ou ces choses-là. Ce qui fait que globalement, la plupart des athlètes jeunes, en vieillissant, ça change un petit peu quand même, mais considèrent la souffrance psychique comme une faiblesse, plus que dans la population générale. Et s'ils se blessent, il faut se relever et dire « ça va, je vais bien ». Petite image de Stefan Kung, cycliste suisse, au championnat d'Europe du contre-la-montre, qu'on a laissé finir avec un casque de contre-la-montre dans cet état. Donc, à minima, un traumatisme cérébral de toute façon, et puis une quantité de sang perdu, mal à évaluer, mais le problème, c'est pas qu'il est fini ou pas fini avec l'évaluation. Le problème, c'est un peu la glorification de son courage à avoir terminé dans cet état-là. Ensuite, les athlètes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vont toujours privilégier la verbalisation émotionnelle et l'échange avec leur staff de premier recours, les masseurs, le coach, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la conviction que cette équipe de premier recours fera tout ce qu'elle peut pour qu'ils puissent continuer. Or, le médecin, le professionnel de santé extérieur, il est perçu comme celui qui à un moment va dire stop. Et ça, ça crée une barrière pour amener aux soins qui est extrêmement complexe. Ensuite, qu'est-ce qui est difficile aussi chez les athlètes, amateurs ou professionnels, en termes environnementaux, c'est l'exposition précoce au stress. Ce qui quand même peut générer des acutisations de problématiques addictologiques, psychiatriques, c'est-à-dire évoluer avec un taux d'exposition au stress et des taux de cortisol importants dès le début de l'adolescence, souvent quand ce sont des athlètes pros, parce que la plupart des athlètes, enfin pas la plupart, mais beaucoup d'athlètes pros deviennent pros quand ce sont des adolescents. Venus et Serena Williams, je crois qu'elles sont passées pro entre 13 et 15 ans, les deux. Aujourd'hui, la moyenne des drafts de la NBA, les meilleurs des meilleurs quand même, ils ont une vingtaine d'années et la durée moyenne de la carrière, c'est 5 ans. Donc, ce sont des gamins, quand ils deviennent professionnels, ils sont extraits du milieu familial, donc il y a quand même un changement de repère de ce point de vue-là. Et les liens avec l'entourage, qui sont potentiellement soutenants, hein, mais peuvent être aussi extrêmement complexes, en ce sens qu'il est parfois incompréhensible par l'entourage amical, familial, que leur pépite ne soit pas considérée comme le meilleur dans le haut niveau. Vous êtes le meilleur rugbyman du collège, vous êtes le meilleur rugbyman du club, vous êtes le meilleur rugbyman de la région, et hop, vous passez sur une équipe, je ne connais rien, classification top 14, c'est ça? Et là, vous passez beaucoup de temps sur le banc de touche. Les proches appellent les jeunes en leur disant « Pourquoi le coach t'a fait sortir? Pourquoi il t'a pas fait jouer? Comment ça se fait que c'est lui qui joue et que c'est pas toi ?» Et ils subissent aussi des pressions familiales importantes. Ça, c'est des pressions qui ne sont pas malveillantes. Il y a des choses plus graves aussi. C'est qu'à partir du moment où vous atteignez le très haut niveau, il y a plein de gens qui vous n'avez pas parlé pendant des années qui vous repassent des coups de fil. Vous avez une cible dans le dos. Il y a toujours un cousin dont vous ne vous rappelez même pas le prénom qui vous appelle en vous disant qu'il a besoin de quelque chose. Vos parents peuvent faire ça aussi. Il n'y a pas très longtemps, il y a un joueur de NBA qui s'est fait voler 11 millions de dollars par sa mère. Donc, c'est quand même une vie précocement dans l'adolescence sous pression de manière extrêmement importante. Sur les facteurs de stress spécifiques liés au sport,
Donc ces ados, ces jeunes adultes doivent répondre à des besoins de la famille, à des envies de la famille, à des représentations aussi, hein, je veux payer une maison à ma mère, etc., au traitement médiatique de leur performance, et ils ne sont pas forcément équipés pour prendre de la distance vis-à-vis de ça. Ils ont des facteurs très spécifiques aussi pour atteindre et maintenir le niveau pour rester dans leur catégorie actuelle. Il faut savoir que globalement, le cyclisme, qui est vu comme un milieu où le dopage est un peu endémique, la plupart des cyclistes convaincus de dopage, à aucun moment ne se sont dopés pour gagner. Ils savaient très bien qu'ils ne gagneraient pas. Ils se sont dopés pour maintenir le niveau et rester dans le peloton. Et c'est le cas de la plupart des cas de dopage. On entend beaucoup parler des cas de dopage qui ont gagné parce qu'on retire le titre, mais les cas de dopage majoritaires, ce sont ceux pour maintenir le niveau. Pour se faire valoir, il faut aussi, il y a aussi un facteur de stress spécifique parce qu'il faut relationner avec un adulte qui est le coach pour se vendre, lui demander de faire jouer, se faire sélectionner. Et c'est sur les performances sportives, mais c'est aussi sur les capacités relationnelles dans une certaine mesure. Il faut préserver sa vie de couple, sentimentale, des médias aussi, mais aussi sur le temps passé. Pour répondre à l'entourage, je vous en ai un petit peu parlé. Et puis, il faut gérer sa fortune. Alors, ça dépend du sport. Je suis beaucoup intéressé à la NBA. C'est sûr que globalement, quand vous avez 4 millions de dollars la première année comme rookie, la gestion de la fortune est finalement assez complexe. Alors, les Américains, ils sont très, très accompagnés là-dessus. La première semaine, ils ont un avocat qui leur coûte très, très, très cher, des centaines de milliers de dollars, mais c'est pour pas en perdre des millions. Et peu d'athlètes échappent à ça. Ça a été le professeur Franquito tout à l'heure, il nous a montré un exemple de quelqu'un qui est prof d'odonto, c'est ça, et arbitre sportif. Ça m'évoque deux choses. D'abord, la légitimité. Rien pour les sportifs sans les sportifs. Il est plus légitime probablement dans le monde du sport parce qu'il est arbitre de rugby que parce qu'il est professeur d'odontologie, ce dont les sportifs se fichent. Mais il peut mettre ces services-là, ces compétences-là au service. La crainte, la légitimité des professionnels de santé, psychiatres, addictologues auprès des sportifs n'est pas acquise par les diplômes scientifiques. Alors que, franchement, pour prescrire de la méthadone, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. On ne nous fait pas confiance comme ça facilement, mais c'est pas trop compliqué d'être légitime pour faire ça aux yeux du patient. Être légitime pour parler à un sportif sans maîtriser le contexte du sport, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est le groupe de travail de santé mentale du CIO qui dit « vous ne pouvez rien faire », ils nous l'ont dit pour PAMS, « vous ne pouvez rien faire pour les sportifs sans être approuvé par les sportifs ». Peut-être une piste, Yann Schrub, nancéen, médecin du sport, et qui est quand même 2 fois champion d'Europe du 10 000 mètres, et qui dit « moi je veux être un athlète amateur ». C'est mon interprétation, mais fichez-moi la paix en fait, globalement. Après, ce n'est pas les mêmes appuis quand à côté de ça, on a un métier, un médecin du sport. Voilà. Comment est-ce qu'on gagne la confiance des sportifs ? Pas en les hypnotisant, ça ne marche pas bien. Le professeur Franquito l'a dit, mais en renforçant, pas qu'en réaffirmant le secret professionnel, mais en le renforçant aussi, en renforçant son affirmation. Et on doit s'assurer que ça a été compris, c'est-à-dire personne ne pourra me pousser à rompre le secret professionnel. Parce que la pression n'est pas forcément tout à fait la même, et leur perception à eux, c'est qu'ils peuvent être trahis de toute façon. Donc, il faut le rappeler de manière régulière et vérifier que ça a été compris. Ne rien demander, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'autographe, ça veut dire pas de selfie. Pourquoi? Parce que la posture est importante, et ce qu'il faut montrer aux athlètes, c'est que de l'empathie, de l'intérêt pour la personne qu'ils sont et pas pour leurs compétences. C'est là que je ne suis pas trop d'accord avec la psychologue de Teddy Riner qui dit « je suis des gens exceptionnels ». Non, c'est pas vrai. Elle suit des gens normaux avec des compétences exceptionnelles. Et si elle suit des gens exceptionnels, elle est comme nous, fascinée. On a tous nos limites. Moi, si demain vous me mettez, je ne sais pas, Stephen Curry devant, je lui dis non, allez voir quelqu'un d'autre, moi je veux un autographe. Mais dans ce cas-là, je ne le suis pas. Donc on doit avoir cette capacité-là et ça se prouve, en fait, finalement. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps
parce que il y a tous ces freins pour instaurer l'alliance thérapeutique et les carrières sont extrêmement courtes. Donc on ne peut pas prendre beaucoup de temps pour le faire. Donc c'est une démarche très active pour le faire. Sur le plan de l'accompagnement addictologique, ça a été souligné à l'instant aussi, la plupart des athlètes arrivent sur un contrôle et pas sur une démarche volontaire. Le treatment gap est énorme, c'est-à-dire que globalement le niveau d'accès aux soins est moins bon que celui de la population générale. Ça peut être parce que c'est vécu comme une faiblesse, mais pour les consommations de substances, c'est surtout parce que c'est vécu comme un risque que la carrière s'arrête. Donc il y a un contrôle par une antenne médicale de prévention du dopage, substance interdite, et là, je vous jure que vous voyez arriver des athlètes à qui vous pourriez demander n'importe quoi. Ils seraient à la merci de personnes mal intentionnées parce qu'ils n'ont qu'un objectif, dites-moi ce que je dois faire pour reprendre. Et pas pour aller mieux, pour pouvoir reprendre. Comment je répare ce truc-là. Et tout est acceptable en termes de prise en charge si ça permet de rejouer. C'est un moment de grande vulnérabilité. Pourquoi? Parce que les athlètes de haut niveau, particulièrement s'ils ont de l'argent, ils sont ciblés par des charlatans. Je ne peux pas le dire autrement. Qui leur affirment rapidement être les seuls à pouvoir leur proposer quelque chose qui va les aider, etc. Et qui leur promet qu'avec ce qu'ils vont faire, ils vont pouvoir rejouer rapidement. Donc développer de l'alliance, c'est plus long parce qu'on part de plus loin, mais on n'a pas beaucoup le temps d'agir vu la durée des carrières. Et la pharmacothérapie, on a des considérations différentes à prendre en compte parce que ça peut être perçu comme une punition, puisque dans certains cas, j'ai mis un exemple de la liste actuelle de l'AMA, de l'Agence mondiale antidopage, mais la buprenorphine, la méthadone, c'est sur la liste des substances interdites. Ça ne veut pas dire que c'est une indication médicale, vous n'allez pas pouvoir le prescrire, mais ça veut dire que s'il y a une indication médicale, vous allez devoir le prescrire, et le sportif va devoir faire quoi? Demander une exemption médicale. Donc il va devoir le dire. Donc il va devoir dire « je suis faible, je suis malade, je nécessite un traitement ». Et puis il faut un repérage. Alors il faut toujours le faire, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais il faut qu'il soit plus renforcé des comorbidités psychiatriques parce que le treatment gap est plus grand et que globalement il y a plus de risques qu'il n'ait jamais consulté pour une problématique psychiatrique quand on les voit pour une problématique d'usage de substances. Voilà, je remercie vraiment, je voulais le faire à la fin de cette présentation, Stephen Taylor. Cette présentation, elle s'inspire beaucoup de ce qu'on a fait ensemble et de son travail avec la NBA. Donc Stephen Taylor, c'est le président de la Société américaine de médecine des addictions et il a surtout été pendant 20 ans le médecin de la lutte anti-drogue, ça s'appelle comme ça, de la NBA. Avec donc environ 240 joueurs sous sa responsabilité. Et si je finirai par une de ses phrases, pendant 20 ans, il dit globalement qu'il a dû se battre pour que les joueurs lui disent quelque chose. Parce qu'en tant que médecin de la lutte anti-drogue, tous les joueurs refusaient de lui parler. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Michael. Merci pour ces précisions. Et merci d'avoir fait référence à notre ami Taylor. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des remarques sur ce sujet? Oui, allez-y, faites court parce que je pense que là, la reprise de tout à l'heure viendra. Allez-y. Je voulais savoir si chez les sportifs de haut niveau que vous suivez, il y avait des traits de personnalité particuliers pour arriver à ce niveau-là. J'imagine qu'il doit y avoir des traits de personnalité, mais si vous repériez ça, et est-ce que ça peut être une fragilité, un facteur de risque de développer des addictions? Donc là, on reprend un petit peu sur le champ de la prévention. Je ne vous ai pas dit que je suivais des sportifs de haut niveau. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qu'on peut identifier précocement et qui pourraient permettre, en matière de prévention, de faire plus de repérage précoce? Il y a plusieurs études quand même sur ces choses-là, mais elles ne sont pas basées spécifiquement sur les addictions, mais indirectement. Par exemple, il y a des études sur le score CBCL, donc, qui est le score de troubles du comportement des enfants, externalisés ou internalisés, et qui ont comparé, alors c'est très arbitraire, les types de sports et la fréquence, et globalement les sports d'équipe sans contact, c'est-à-dire des sports où finalement plus normatifs par le groupe sont plus intéressants, mais ce qui est systématiquement favorable, c'est la fréquence. Pour avoir des scores CBCL plus faibles, c'est-à-dire que globalement,
un peu comme les fruits et légumes. Si je dis, c'est un mauvais exemple parce que ne veut rien dire ce truc-là de 5 fruits et légumes par jour, mais vous ne pouvez pas les manger à la fin du mois tous. De la même façon, l'investissement familial et donc la régularité dans la pratique sportive des jeunes est un facteur protecteur vis-à-vis des scores CBCL. Ensuite, il y a quand même aussi quelques éléments qui sont un peu en cours d'investigation quand même sur une espèce de chaînon manquant entre les addictions et la performance, c'est le TDAH. Il y a une étude, je pense qu'elle est en cours en ce moment à mon avis au Vinatier, je crois que c'est le professeur Demi qui coordonne et qui recherche la prévalence du TDAH chez les jeunes sportifs et la corrélation avec les performances. Oui, ou alors où la levée d'inhibition vous rend meilleur sur certaines choses aussi, ou des profils de personnalité de type high sensation seeker, c'est-à-dire des niveaux, il faut des niveaux de sensation extrêmement importantes pour avoir un déclenchement de système nerveux autonome satisfaisant. Les gens qui font 2 fois les grands 8 de suite. Merci bien, merci. Merci. La remarque que vous venez de faire est vraiment très intéressante parce qu'on a tendance à penser qu'une activité peut remplacer une prise en charge codifiée. C'est souvent le cas dans nos patients. Oui, j'ai fait beaucoup de sport, oui, je me défends, ça m'évite de prendre de la Ritaline ou bien d'avoir à faire un... Non, le traitement du TDAH, c'est une prise en charge médicale, c'est des soignants, c'est codifié. Voilà, donc là, c'est hyper important. Est-ce que vous avez des questions pour Michael? Bon, écoutez, vous avez faim, nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à l'ensemble des orateurs et merci d'être restés jusqu'au bout.